Wilfried Adou, Virgile Aronce. Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM. Nous sommes au 131e édition de ce programme et Vigile, tel le gardien du temple, est présent au poste. Vigile, bonjour. Bonjour Wilfried Adou, bonjour à tous et bienvenue après 1000 dimanches d'absence. Enfin, c'est un grand plaisir, Vigile, de vous retrouver, de retrouver ce micro par la même occasion à vos côtés après quelques semaines d'une pause réparatrice. Yes. Merci d'avoir assuré et d'avoir continuellement honoré ce rendez-vous avec nos auditeurs. C'était un plaisir. Alors, cher Vigile, l'actualité est toujours et encore au 100 premiers jours de la gouvernance du régime Talon. Les applaudissements et expressions de satisfaction des uns cohabitent avec les récriminations et déceptions des autres. Et c'est bien logiquement que nous avons choisi de joindre nos voix à ce concert de commentaires à travers une lecture analytique au triple plan, en politique, économique et sociale, des premiers pas du nouveau départ. Deux jeunes analystes vifs d'esprit, politiquement marqués et très médiatiques sont associés à cet exercice dominical. Messieurs, bonjour. Bonjour. Wilfried Lianoumbedi, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages sur la gouvernance politique et il fut l'un des porte-parole du candidat Pascal Irénée Koupaki à la présidentielle de cette année. Clotaire Elidé, vous êtes spécialiste des questions électorales, auteur de plusieurs ouvrages également sur le sujet et l'un des porte-parole du candidat Sébastien Ayavon au cours de la présidentielle dernière. Merci d'être venu vous consacrer à cet exercice d'explication, d'analyse et de commentaires sur les actes posés, la parole entendue. Alors, 100 jours soustraits d'un mandat de 5 ans, c'est peu pour évaluer l'engagement de la nouvelle équipe qui dirige le pays, mais c'est beaucoup quand on considère l'impatience, la forte attente, l'espérance des Béninois. Commençons déjà par vos appréciations générales. En 100 jours d'exercice, qu'est-ce qui a marqué votre attention de façon significative, Wilfried Lianoumbedi? Merci bien, cher ami, pour l'invitation. Vous avez raison de dire que 100 jours, c'est assurément peu pour évaluer l'action, mais c'est suffisant également pour savoir si l'équipe en place a pris ses marques. Et je crois que, globalement, on peut observer qu'effectivement, l'équipe prend ses marques. Elle prend ses marques et les 100 jours ont été marqués par des actions hardies qui étaient attendues, en même temps que par une démarcation d'avec ce qu'il nous a été donné de vivre et de voir au cours des années écoulées. Et globalement, les Béninois peuvent être fiers d'avoir fait le combat qui a été le leur en février-mars 2016 et espérer que si cela continue ainsi, à l'arrivée, les résultats seront au rendez-vous. Clotaire Elidé, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui a retenu votre attention au plan politique, par exemple, pendant ces 100 derniers jours? Merci, bonjour monsieur Adou et Armancé, et je salue les auditeurs de Soleil FM. Oui, comme le disait tantôt Wilfried, 100 jours, c'est pas beaucoup, mais en même temps c'est beaucoup dans un système de gouvernance, surtout lorsque nous sortons d'un régime comme celui que nous avons connu pendant 10 ans, et qui ne nous a pas laissé que de bons souvenirs. Encore que pour trouver ces bons souvenirs, il faudra beaucoup trier. Donc, un gouvernement qui s'installe après ce régime-là, il était évident qu'en 100 jours, on ne pouvait pas avoir des résultats extraordinaires. Mais dans le même temps, et vous l'avez si bien dit, les attentes des Béninois sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses et cela se comprend. C'est lié également à ce contexte de fin d'un régime plutôt difficile. Donc, au regard de ces attentes-là, oui, on peut dire qu'il y a encore des insatisfactions, mais de façon générale, de façon globale, je crois que pour un nouveau gouvernement qui devait faire l'état des lieux en même temps qu'il posait ses premiers pas, et il y a quand même des pas significatifs qui ont été posés. Et vous me demandez au plan politique, je vous donnerai juste deux exemples. Le premier, c'est l'affaire des concours. Vous savez que cela défrayait la chronique pendant des mois, vers la fin du régime Yahi.
et plusieurs voix s'étaient élevées pour dénoncer la fraude et pour réclamer l'annulation. Et ça faisait partie des premières choses sur lesquelles, ces premiers sujets sur lesquels on attendait le gouvernement Talon. Et je crois que ce dossier-là a été réglé avec dextérité à la satisfaction de la majorité des Béninois. En tout cas, c'est ce que nous avons remarqué. Et je suis de cet avis aussi. Et dans vos yeux se lit également une sorte de satisfaction? Absolument, absolument. Je suis absolument satisfait par rapport à la gestion de ce dossier. Il n'y a pas eu de précipitation. Il y a eu une méthode qui a été heureusement suivi et qui a permis à tout le monde de suivre et de se rendre compte que le gouvernement a fait les choses comme il le fallait. Et l'autre chose dont je pourrais parler également, c'est la question de la décentralisation, de la déconcentration plutôt. Vous savez que depuis plusieurs années, on peine à désigner les chefs-lieux de nos 12 départements. Donc nous avons fonctionné depuis 1999 où les lois de la décentralisation ont été votées avec 6 chefs-lieux pour 12 départements. Et personne n'a osé politiquement prendre la décision qu'il fallait, mais ce gouvernement a réussi à le faire en moins de 100 jours. Oui, justement, comment expliquez-vous la manière très particulière, j'allais dire simple, par laquelle le gouvernement a soldé ce problème qui traînait en longueur depuis 1997-99. Oui, depuis 99. En fait, c'était juste une question de volonté politique. C'était une question de décision. Les autres n'en avaient pas apparemment. Les autres hésitaient à le faire parce que tout le monde voyait les enjeux politiques derrière. Est-ce que si je le fais, je ne vais pas me mettre tel autre à dos? Est-ce que je vais me faire réélire si je le fais? Et donc le gouvernement Talon ne craint pas ce genre de choses. Justement, ça fait partie des forces et peut-être des faiblesses, on en parlera également tout à l'heure, du président Talon. C'est qu'il a dit qu'il fait 5 ans et qu'il s'en va. Et à partir de ce moment-là, évidemment, il n'a pas grand-chose à craindre et il peut prendre des décisions hardies. Et c'est cela qu'il a commencé à prendre. Sinon, les critères pour désigner les chefs-lieux de département étaient bien connus. Et on savait quelles sont les communes qui pouvaient satisfaire à ces critères-là. Mais on se disait, mais si on prend telle commune, mais les populations de telles autres vont peut-être se soulever, ça va me faire des voix en moins aux prochaines élections. Et ça n'a pas raté, vous avez vu dans les collines. Savalou a voulu se rebeller, mais ça s'est très vite calmé. Et politiquement, ça a été assez bien géré. Et le président Talon a été assez intelligent pour mettre le chef-lieu quelque part, mais désigner le préfet ailleurs pour pouvoir calmer les uns et les autres et faire que tout le monde se sente impliqué. Donc je peux dire que cette situation a été très bien gérée et politiquement c'est un coup fort qui a été frappé par le gouvernement. C'est sans doute intéressant, nos deux invités ont presque le même profil à quelques nuances près. Et ils avaient été souvent caractérisés donc par ces critiques, notamment à l'endroit du régime Boni Yayi. Aujourd'hui, il se trouve assez de grâce pour le régime du Patrice Talon. Mais en même temps, les analystes trouvent que les 100 jours du régime Patrice Talon, c'est comme les 100 jours du régime de Boni Yayi. Et donc, la peur qui habite quand même des esprits, beaucoup d'esprits. Le cap sera maintenu. C'est possible qu'on trouve matière à similitude entre les deux débuts des régimes. Parce qu'effectivement, en 2006, quand il arrivait aux affaires, Boni Yayi était auréolé d'un charisme et d'une popularité telle que, oui, il avait engagé l'action politique de façon hardie et nous en étions tous heureux. Ce qui fait d'ailleurs que notre déception en a été plus grande quand nous avions espéré que le cap aurait été maintenu. Aujourd'hui, il y a que le régime a bien pris ses marques et commence. Est-ce qu'il y a risque, si je comprends bien votre préoccupation, est-ce qu'il y a risque que demain l'on sorte du cap de la trajectoire et que les Béninois désenchantent à nouveau? Il y a une particularité ici que j'observe, c'est qu'on a tendance à faire de l'efficacité dans la discrétion. Il n'y a pas de tapage, il n'y a pas de populisme. Ça, c'est déjà une marque de fabrique du régime Talon. Et j'ai le sentiment, quand vous voyez les grands dossiers qui ont été abordés, la méthode, la démarche pratique avec laquelle les dossiers ont été abordés, on ne se lève pas et du jour au lendemain, on prend une décision relativement à tel ou tel dossier. J'ai le sentiment que à cette allure-là, il n'y a pas grand risque que les choses ne continuent bien.
En même temps, on ne peut pas occulter cette affaire d'hypo, d'hyper, de normaux, de proto-communication. Enfin, il y a tellement d'informations, tellement de qualificatifs qu'on s'y perd. Responsable. Et puis, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème, cette réserve communicationnelle, si on peut en parler? Non, parce que vous comparez, vous analysez à l'aune des pratiques du régime passé. Non, pas forcément. Vous et moi avons souvent dénoncé la tendance propagandiste du régime défunt. Vous et moi avions tendance à dénoncer cela. On a l'impression aujourd'hui, dans l'autre extrême carrément aujourd'hui. Non, pas vraiment. C'est l'autre extrême qui a pu faire penser que les choses se font ainsi. Or, il est question de ramener les choses à leur juste proportion. Le responsable à la communication du chef de l'État l'a suffisamment expliqué. Maintenant, on peut bien comprendre. Et je suis de ceux qui comprennent les Béninois. Quand ils ont été habitués à cette propagande à outrance, avec un sevrage brutal. Avec un sevrage brutal, ils se disent bien que le gouvernement actuel pourrait faire plus en termes de communication, leur donner plus. Mais encore que, il n'y a rien qui soit véritablement caché. Il rien qui soit véritablement caché. Il suffit d'aller aux sources. Les gens se plaignent de ce que, par exemple, pour ce que j'entends dans l'opinion, lorsqu'il y a eu conseil des ministres mercredi, ils n'ont pas le compte rendu jeudi. Ils ont quand même la substance qui est présentée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, moins les nominations. Et je crois que c'est les nominations surtout que les gens attendent. Et ils se disent, il y a quelque chose qu'on nous cache. Attends, selon vous? Non, pas vraiment. Bon, parce qu'on a été habitué à ça. Il y a des pays dans lesquels ça ne se fait pas. Mais je ne vais pas comparer. Nous avons été habitués à ça. Donc nous pensons que c'est la norme. Personnellement, je n'ai rien contre. Mais il faut que les gens comprennent. Lorsque le Conseil des ministres prend fin mercredi et qu'il faille travailler à rendre le compte rendu disponible, qui ne peut peut-être pas s'achever dans la nuit du mercredi, le gouvernement décide de ne pas laisser les Béninois sans information. Comment faisaient les autres régimes? S'il vous plaît, sans information pendant 48 heures. Et va d'abord présenter une substance en attendant la publication du compte rendu, qui est publié dans les journaux le vendredi. Maintenant, vous demandez comment faisaient les autres régimes. Oui, d'aucuns vous disent même d'aller en stage auprès de l'autre général Azunro. Voilà, il est toujours vivant. Après, ils sont ironiques, non? Les temps ne sont jamais pareils. Les époques ne sont pas les mêmes. Du temps de la Révolution, les enjeux n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Sous le président Kérékou, nouvelle version, c'est-à-dire sous le renouveau démocratique, je sais qu'il est arrivé des moments où on attendait parfois jusqu'à 2 heures, 3 heures. Généralement, sous ce régime-là, dans la nuit profonde, le communiqué du Conseil des ministres était disponible. Il y avait des dispositions sans doute qui étaient prises à cet effet. Mais vous prenez une semaine et vous n'en sortez pas. C'est pas vrai. Il arrivait que en 48 heures, 72, quelques rares fois, le communiqué fut disponible. Quand vous êtes allé en améliorant les choses. Je parle encore du président Kérékou. Sous le régime passé, vous attendiez 4 jours, 5 jours, parfois même 10 jours avant d'avoir un compte rendu du Conseil des ministres. Parce que après la rédaction du compte rendu, il y a certainement des formalités à accomplir pour obtenir le quitus de la publication. Mais aujourd'hui, c'est 48 heures. Vous ne me direz pas que c'est en 4 jours, en 5 jours. Si cela a pu arriver depuis 3 mois et demi, c'est peut-être une seule fois. Sinon, en 48 heures, dans les journaux... Il est arrivé, vous avez mis une semaine. Il est arrivé plusieurs fois, vous avez mis une semaine. Non, je ne suis pas sûr que cela ait eu lieu plusieurs fois. Alors, mais en 48 heures, vous avez le compte. Si vous le permettez, nous n'allons pas focaliser notre lecture analytique, comme je le disais, sur la communication. Ce débat a été suffisamment fait. Non, mais si vous permettez, Wilfried Hervé, c'est suffisamment important de mon point de vue, puisque c'est là-dessus quand même que les Béninois insistent, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Wilfried Léon me dit, est-ce donc ceux-là qui insistent qui sont le problème, qui ont un problème, ou alors c'est vous qui, je ne vais pas dire avez un problème, mais qui ne voyez pas les choses? Où se situe le problème aujourd'hui? Cher Vigile, je suis persuadé que les attentes des Béninois à partir du 6 avril dernier, c'était de voir les concours frauduleux annulés, c'était de voir le délestage contenu, c'était peut-être pas d'avoir aussi vite les chefs-lieux des départements, mais le président Talon avait promis que avant la fin de l'année 2016, il le ferait dans son projet de société. Et les Béninois ont vu tout ça. Après, les petites récriminations par rapport aux nominations qu'on ne diffuse pas dès le mercredi soir, c'est mineur à côté de cela. Vous pensez? On dit que c'est le début de l'opacité. Non, ça n'est pas vrai. Rien n'est opaque. C'est justement ce de quoi les Béninois ont peur. Il y a une sorte
voile qui serait tissé autour d'un certain nombre de dossiers. Parce que, croyez-moi, les jeudis matins, il y a ceux qui achètent les journaux juste pour voir ceux qui, de leur village, sont nommés, combien de personnes sont nommées dans telle région, etc. Est-ce qu'on connaît des gens qui sont nommés à tel poste pour qu'on puisse les appeler, les féliciter, ou peut-être solliciter leur appui, etc. Donc les Béninois ont été habitués à ça sur une longue période, et quand brutalement vous rompez avec tout ça, il y a quand même un problème, non? Oui, voilà pourquoi je dis que ils ont peut-être raison de se plaindre d'avoir été sevrés si tôt. Et peut-être qu'on aurait dû mettre un peu plus de méthode à ce niveau-là. Mais mettre un peu plus de méthode, ce serait faire exactement comme les autres, ou réduire la dose, à quel degré, je ne sais. J'observe que c'est une marque de fabrique du président Talon, qui par ailleurs, aujourd'hui, il est dans l'action publique. Donc on ne peut pas continuer à dire tout le temps c'est un homme discret, il n'aime pas les caméras, même si toute sa vie a été caractérisée par ça en tant qu'opérateur économique. Il y a un juste milieu qui doit être trouvé, qui est en place et qui sera certainement trouvé. Nous allons essayer une leçon de choses ici, même sur le plateau. Clotaire Olihide, qui est aujourd'hui le DG de la SBE selon vous? Ah oui, lui, je le connais parce que c'est un ami personnel, sinon peut-être que je ne m'en souviendrai plus. Monsieur Tossou, Rodrigue, que je connais très bien, on a été au lycée ensemble. Je sais que c'est lui le DG de la SBE. Mais pour revenir de façon... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et tout le monde n'est pas ami à Tossou Rodrigue. Justement. Et c'est là où moi je voudrais quand même mettre un petit bémol à la chose. Parce que je voudrais d'abord reprendre à mon compte une partie de ce qui a été dit par Wilfried Moumbedji, en ceci que, effectivement, quand on passe de l'hypercommunication à l'hypocommunication, c'est assez brutal et ça peut... tout le monde ne se retrouve pas tout de suite. Donc, ça s'explique un peu, ce reproche récurrent qui est fait au gouvernement Talon de ne pas communiquer suffisamment. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement ne communique pas. Là où le problème se pose, de mon point de vue, essentiellement, c'est par rapport au président Talon lui-même. C'est-à-dire, on avait l'habitude de voir le président Boni Yahi tous les jours et plusieurs fois par jour. Inaugurer tous les robinets, les routes, les gaz et tout ça. On ne voyait que lui. Enfin, on constate que ça manque aux Béninois. Oui, non, ça ne nous manque pas. Ça saoulait plutôt. Saoulait plutôt. Donc, il fallait quand même diminuer la dose. Mais de la diminution à la disparition, je trouve que c'est un peu trop brutal. Mais bon, on dit c'est le style de l'homme, oui, ça se comprend, mais il faut que l'homme commence à comprendre. Ça devrait être le style de l'homme ou ça devait être la République, le fondement de la République? C'est là où je voulais en venir. Il faut que l'homme commence par comprendre qu'il a changé de statut et qu'il doit pouvoir revoir son style, ne serait-ce que pour la période où il est président de la République. Parce qu'un président de la République est une institution. Et ceux qui l'ont mandaté pour être là ont besoin quand même de connaître un minimum par rapport à sa personne déjà. Mais à côté maintenant, il y a la communication institutionnelle elle-même de façon générale. On a comme l'impression effectivement que le peuple béninois est un peu sevré d'informations. Sur la question des nominations par exemple, comme vous l'avez si bien dit, c'est important de connaître ceux qui sont nommés. Parce que ça permet de savoir est-ce que c'est ceux qui devraient l'être plus ils ont promis la compétence nommée. Voilà, on se connaît. Bon, au-delà même de la compétence, il y a également l'éthique de la personne, la morale, il faut les pratiques sociales. Voilà. Moi, les antécédents de la personne. Exactement. Voilà. Je me souviens au Burkina tout près qu'il y a quelqu'un qui a été nommé dans le premier gouvernement de Kaboré, je crois, et qui a été dégagé quelques jours après, parce que le peuple a dit, c'est pas possible, celui-là ne peut pas être là. Donc, il faut permettre au peuple de savoir qui on met où et de se prononcer pour dire, celui-là, oui, ça peut aller. Ça ne veut pas dire que dès qu'on a dit ça, il doit dégager, non. Mais il faut permettre de savoir qui on met où. Et de ce point de vue, oui, je suis d'accord que ça laisse un peu ce choix du gouvernement de ne pas donner les noms le jour du Conseil des ministres laisse un peu sur la fin, mais ils finissent toujours pas se rattraper même. Est-ce que vous comprenez aussi, Clotaire Olihide, cette radicalité à ne pas changer malgré toutes ces récriminations? Non, il n'y a pas de radicalité à ne pas changer. La preuve, vous avez dit tout à l'heure qu'en temps c'était 5 jours, une semaine, mais qu'on est passé ensuite à 48 heures. On arrivera peut-être à 2 heures un jour, pourquoi pas. Il faut donner également. Espérons. Il faut donner un peu de temps pour que tout parce que je vous ai dit, ils sont en train de prendre leur marque.
Donc il ne faut pas être trop pressé non plus, mais dans le même temps, il faut les appeler. Il ne faut pas être trop exigeant, Vigile. Oui, mais est-ce qu'il faut être tolérant au point de tolérer, par exemple, que le chef de l'État fasse un second tour à l'Élysée sans information, sans un petit communiqué du ministère des Affaires étrangères, par exemple, même si on l'a servi aussi, ce soit pour un prétexte personnel qu'il a été en France? Non, ça rentre dans le cadre de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas dire le chef de l'État est discret, c'est son style, non. Lorsque le chef de l'État sort, mais il y a des pays où même les déplacements privés du chef de l'État sont médiatisés. Nous, on n'en demande pas tant. Mais sorti du pays pour aller dans l'Hexagone, et il a rencontré le chef de l'État. Il est allé à l'Élysée. C'est l'Élysée qui a informé de même si c'est dans le cadre d'une visite privée qu'il est allé en France, mais au cours de cette visite privée, il a rencontré le président de la République. Ça, ils n'ont pas discuté quand même de leurs familles respectives. Ils ont dû parler quelque part de l'État. Donc à ce niveau-là, encore une fois, oui, on ne peut pas avoir le tout bon dès le départ. Moi, je me dis qu'avec... si vous le permettez, on va avancer. La communication du gouvernement, certainement que ça va se corriger, mais il n'y a pas eu que la communication en 100 jours. Il y a eu aussi des actes politiques majeurs qui ont été posés. Vous avez sans doute lu ce rapport de la commission Diogbenou. Quelles sont les avancées, les propositions susceptibles, par exemple, de fortifier la démocratie et l'état de droit que vous y avez noté, Wilfried Moudi? Non, j'observe que à propos du travail de la commission Diogbenou, l'enjeu principal, d'après les recommandations du chef de l'État, c'était l'institution d'un mandat présidentiel unique non renouvelable. Ce à quoi il s'est personnellement engagé et voudrait que cela fasse l'objet donc d'une réforme constitutionnelle. Et j'observe qu'à l'arrivée, la commission n'a pas pris une position tranchée, n'a pas choisi. En fait, vous prenez ça pour une faiblesse, c'est ça? Non, pas forcément, parce que je ne sache pas que dans son mandat, il a été question de choisir radicalement l'une ou l'autre formule. La commission a préféré renvoyer la question à ceux qui sont chargés de faire les lois, c'est-à-dire les députés, et j'imagine que dans le projet de révision constitutionnelle qui sera élaboré, si le chef de l'État tient toujours à son engagement, cela sera mentionné, quitte aux députés à le valider ou à rejeter la proposition. Pour moi, c'était la grosse préoccupation. Après, les institutions dont un pays doit disposer, ou peut disposer, de mon point de vue, doivent toujours s'ancrer dans les pratiques du pays, dans ses ambitions futures. Je suis personnellement contre le fait de reproduire chez nous des institutions qui ont fait leurs preuves ailleurs, dans un autre contexte, avec d'autres enjeux. Il nous appartient, parce que nous sommes majeurs, de décider, au regard de notre histoire, au regard de nos ambitions telles que nous les projetons, de décider quelles sont les institutions qui nous conviennent en ce moment et de les mettre en place, d'en assumer le fonctionnement, de tirer les leçons de leur fonctionnement, les faiblesses aussi, pour, chemin faisant, améliorer exactement comme les autres ont fait. Parce que nous allons souvent par raccourci du chemin, en reprenant exactement ce qui a été fait ailleurs et en pensant que les mêmes effets produits ailleurs seront produits chez nous, alors que la sociologie, le contexte, les pratiques politiques ne sont pas les mêmes. Alors, Clotaire Olide, il en a parlé, Wilfried, les réformes politiques et institutionnelles mettent au premier plan le mandat unique qui manifestement ne requiert pas l'assentiment de l'ensemble de la classe politique. Sur le sujet, vous-même, quelle est votre religion? Vous avez dû constater que la commission n'est pas parvenue à un consensus sur la question. Et moi, ça ne me surprend pas. Parce que la question du mandat unique, c'est vrai, ça a été pratiquement le cheval de bataille du candidat talon. Mais ce n'était pas forcément partagé par tout le monde. Ce n'est pas partagé déjà par tous les candidats, et encore moins par tout le peuple béninois. Parce que ce débat-là, et j'insiste sur le mot débat, il va falloir le faire. Et moi, je continue de croire que entre le gouvernement, après la commission Diogbenou bien sûr, et l'Assemblée nationale, ou après, on trouvera le temps du débat. Le temps du débat public, le temps du débat populaire. Est-ce que vous-même déjà vous êtes pour ou contre le mandat unique? Moi je vais vous dire très clairement ma position, je ne suis pas pour le mandat unique. Pourquoi? Je ne suis pas pour le mandat unique parce que je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui au Bénin, il y a une réalité dont il faut tenir compte. Ce n'est même pas seulement le Bénin. Dans les pays africains en général, nous n'avons pas encore intégré déjà qu'il faut s'arrêter à 2 mandats.
sociologiquement, traditionnellement, en Afrique, on mange le chef. Et quand tu manges le chef, il y a dougan. Le chef... Tu prends du temps pour digérer. Oui, tu peux y rester, tu y restes à vie. Donc, il n'a pas été déjà facile d'intégrer dans les mœurs que après un certain temps, il faut s'arrêter. Et on a fini par constitutionnaliser cela en 1990. Bon gré, mal gré, on est en train de s'y faire. Est-ce qu'après 25 ans, on est sûr que la culture démocratique est déjà suffisamment ancrée pour qu'on franchisse un pas de plus? Mais on retorquera que c'est évidemment pour éviter cela qu'ils ont institué désormais le mandat unique. Non, ce n'est pas juste... Ça dit que ce n'est pas en mettant dans la loi que cela doit se faire, que ça va rentrer dans les esprits. Moi, je crois qu'il faut aller progressivement. Il faut prendre le temps d'expérimenter pendant un bon moment ce qu'on a déjà eu beaucoup de mal à faire passer. Joseph Yobounou pourrait vous retorquer. Il a dit dimanche dernier, Vigile, je vous ai suivi avec attention, qu'en 1990, lorsqu'il était question d'instaurer la limitation du mandat à 5 ans multiplié par 2, le Bénin faisait office de pionnier. À l'époque, le Bénin faisait mine de pays lancés dans une sorte d'innovation, et que en 2016 ou 2017, ou je n'en sais rien, on pourrait instituer également le mandat unique comme des précurseurs d'une nouvelle en Afrique. C'est bien possible. Peut-être bien, mais l'enjeu n'est pas d'être le précurseur. L'enjeu, c'est de voir quelles répercussions cela a sociologiquement, quelles répercussions cela a sur les populations et comment est-ce que cela est approprié. Mais ça, je dis, ce n'est même qu'une partie. La deuxième chose pour laquelle, et ça c'est fondamental, je suis contre le mandat unique, c'est que le mandat unique enlève au peuple la possibilité de sanctionner ceux qu'il a mandatés. Et pour moi, ça c'est fondamental. Sanctionner en quoi faisant? Sanctionner positivement ou négativement. Lorsque vous avez eu un mandat et que vous l'avez exercé, il est bon qu'à la fin de ce mandat-là, vous remettiez en cause. Que le peuple dise, celui-là, il a bien fait, je veux lui permettre de faire encore plus, ou alors il a mal fait, je le mets dehors. S'il n'y a pas cette possibilité-là, donnée au peuple, ça veut dire que on prive désormais le peuple de participer au débat politique. Parce qu'en fait, la seule occasion que le peuple dans son ensemble, que les électeurs ont, la seule occasion qu'ils ont de se prononcer directement par rapport à la gestion qui est faite de la chose publique, c'est pas le vote, c'est pas l'élection. Alors si on lui dit désormais, écoute, tu as juste le droit de choisir les gens, mais c'est pas à toi d'apprécier ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, s'ils finissent, ils s'en vont. Oui, moi je trouve que c'est... Le peuple béninois a juste là été peut-être une exception, mais en même temps, est-ce que ceux qui l'ont institué n'ont pas la crainte que le peuple béninois aussi n'ait plus cette conscience-là un jour, et que peut-être un dictateur arrive à dicter sa loi et ne quitte plus? Mais ce n'est pas en instituant un mandat unique qu'on va empêcher un dictateur de s'incruster. Que le mandat soit unique ou renouvelable, celui qui veut forcer pour rester, regardez mon ami burundais par là-bas, celui qui veut forcer pour rester, il forcera. Donc le problème ne se pose pas par rapport à l'élu. Et c'est pourquoi j'estime qu'en focalisant trop sur le président de la République, on risque de passer à côté du débat. Le problème ne se pose pas par rapport à l'élu, de mon point de vue, mais plutôt par rapport aux électeurs. Ce sont les électeurs qui décident de renouveler ou de ne pas renouveler le mandat à l'élu. Maintenant, si l'élu veut forcer parce qu'il a la puissance publique, il en a la force pour s'imposer, qu'est-ce que vous et moi nous pouvons faire? De toute façon, on va nous conduire les chats dessus et puis le problème est réglé. De toute façon, dans l'autre cas... Vous permettrez que je dise un mot sur oui, rapidement pour qu'on change de sujet. Dans le fond, le mandat unique, comme les mandats pluriels, ont chacun leur vertu. Après, c'est la qualité des hommes qui sont élus qui détermine la qualité de la gouvernance. Et donc, si on s'emploie à porter aux affaires des gens bien, des gens de bien, en fait, on n'a même pas de préoccupation. Et il faudrait peut-être mettre des balises également, non? Tout à fait. Voilà. Il doit y en avoir, comme partout, parce qu'on sait que tout pouvoir livré à lui-même devient fou. Donc, dans le fond, le débat sur l'unicité du mandat ne devrait même pas focaliser si tant les attentions. Si on fait le choix demain, parce que nos députés auront décidé d'aller dans ce sens, on fera avec. S'ils rejettent, on fait avec ce qui vient, mais à nous d'être des citoyens suffisamment attentifs. Il n'a pas donné sa position non plus, il a fait comme la commission. Mais non, je vous dis ce que je pense de cela. Oui, mais qu'est-ce qui devait être le mandat unique ou le Si vous me demandez mon avis personnel, je ne voterai pas pour un mandat unique. Parce que je dis c'est la qualité des hommes qui convient. À la fête on peut continuer avec le double mandat. Ben oui, on peut continuer avec.
Comme le mandat unique a ses vertus, il a ses limites. Est très représentatif de ce que pensent les Béninois et c'est très intéressant. On a les pour et les contre. Si vous permettez, justement, par rapport à cette question, je crois qu'il faudrait qu'à partir de maintenant, qu'on commence par mettre un peu en veilleuse ce débat de mandat unique pour faire qui éclipse les autres débats. Qui éclipse le débat du système partisan, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont proposées quand même dans ce rapport. De mon point de vue, c'est beaucoup plus important que le mandat unique. Mais on n'en parle pas. Je crois qu'il faudra finalement trouver le on trouvera l'occasion d'en parler. Le grand rendez-vous. Alors, mais sur le plan économique, quelques chiffres fournis vendredi dernier par le ministre des Finances présentent l'état des lieux. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, en même temps que le gouvernement pose ses premiers pas et tente de prendre ses marques, il fait l'état des lieux. Et je peux vous en rappeler quelques-uns de ces chiffres très rapidement. Le ministre des Finances disait que le déficit budgétaire constaté par une mission du Fonds monétaire international était de 8%, ce qui menace le taux de croissance pour l'année 2016 qui sera poussé avec beaucoup d'efforts aux alentours de 4 ou de 5%. Le niveau d'endettement du pays s'est accru de 40% entre janvier et mars 2016 à environ 70%. Donc en janvier, le taux d'endettement était à 40%, en mars, il passe à 70%. De nombreux contrats signés en 3 mois dans une vision de partenariat public-privé s'élèvent à 1200 milliards et suppriment désormais toute marge de manœuvre. Le ministre continue et dit qu'il y a certaines lignes budgétaires qui sont épuisées au 31 mars 2016, c'est-à-dire que les dépenses de l'État prévues pour s'étaler sur 12 mois ont été effectuées en 90 jours, ouais. Alors que la dette intérieure, ce que l'État doit à des prestataires privés béninois ayant déjà fourni des services, cette dette intérieure s'élève à 162,5 milliards. Alors, dans cette enveloppe se retrouvent les voyages officiels pour le compte de l'année 2015, qui se chiffrent, tenez-vous bien, à 17 milliards de francs CFA. Donc, nos officiels nous ont voyagé, on peut le dire comme ça, Clotaire, ils ont voyagé pour nous, pour 17 milliards de francs CFA. Alors, quand on voit tout ça face à ce tableau, qu'est-ce que vous avez noté, vous, comme mesure corrective ou comme réponse significative du gouvernement face à ce qui paraît comme un vrai désastre économique? Enfin, je ne suis pas compétent en la matière, mais je constate quand même qu'il y a un problème. Bon, déjà, il faut observer que l'ambiance de fin de règne est peut-être la certitude de voir son régime se maintenir, ont probablement conduit le régime passé à prendre des actes dont les effets sont aujourd'hui ressentis. Et il ne vous a pas échappé que le Conseil des ministres très tôt a suspendu l'exécution de certains contrats, justement entrant dans le cadre des PPP, dans la perspective d'y voir plus clair. Et que de la même façon, mais vous évoquez la question des voyages officiels. J'ai cru comprendre que les 17 milliards n'incluaient pas que les voyages officiels. Il y avait les évacuations sanitaires et un troisième aspect qui m'échappe. Qui font 17 millions, tout de même, somme exorbitante s'il s'en trouve. Donc, le ministre parlait d'une norme qui est autour de 5 milliards. La réponse apportée, oui, on a dit que ces dépenses sont passées de 7 milliards à 18 milliards à peu près en un an. En un an à peu près. Mais la réponse apportée, c'est la création prochaine de la cellule des voyages officiels au niveau du ministère des Finances. C'est déjà ça. Ensuite, et avant ça d'ailleurs, il y a eu l'emprunt obligataire qui devait permettre au gouvernement de mobiliser 150 milliards de francs CFA en vue de financer en partie au moins le remboursement ou le paiement de la dette intérieure pour permettre aux entreprises, aux entrepreneurs béninois de disposer de moyens à injecter à nouveau dans l'économie. Et je crois que la mise à plat de certains des contrats évoqué fait partie des décisions les plus importantes au cours de ces 3 premiers mois, parce qu'il ne fallait pas, si on a fait le constat effectivement des mal-donnes qui entouraient ces contrats-là, il ne fallait pas les laisser s'exécuter, quitte à en assumer après les conséquences. Donc le temps d'y voir clair, je pense que le gouvernement a bien fait. Alors Clotaire Olivier, la dépréciation de la monnaie nigériane est loin d'être une bonne nouvelle pour nous. Je sais que vous n'êtes pas des économistes, vous les deux, mais c'est mieux ainsi d'ailleurs. Mais on peut au moins vous poser la question, que faire maintenant
pour amortir les contre-coups de cet effondrement du Naira? Parce que c'est quand même un grand problème qui s'ajoute à la morosité économique que nous notons. Oui, je voudrais d'abord commencer par remarquer que nos institutions internationales ne nous aident pas beaucoup. Ne nous aident pas beaucoup. Quand je pense que c'est ce FMI qui encensait le président Boni Yayi et son gouvernement pendant près de 10 ans, qui nous sort quelques jours après le départ de ce régime-là, que ce trou béant-là se trouvait au Bénin. N'est-ce pas le temps de revenir en 3 mois, mais tout ce trou-là a été creusé? Oui, mais non, attends, ce trou-là... On a l'émission du FMI en septembre, mais entre septembre et mars, il y a des choses qui se passent. Et c'est ce qui s'est passé, on a dit que ça s'est fait en 3 mois. Oui, ceci s'est fait en 3 mois. Et ils l'ont dit. Peut-être que si le gouvernement Yahi n'était pas parti à ce moment-là, il ne l'aurait pas dit. Imaginez ce qui a pu se faire avant. Moi, j'ai le net sentiment. Parce que je crois beaucoup de Béninois comme moi ont senti à un moment donné, pour ne pas dire pendant longtemps, que ça n'allait pas au plan économique. Et que le FMI couvrait les bêtises du gouvernement. Mais oui, on a eu ce fort sentiment oui, pendant longtemps. Il y avait même eu ce débat de taux de croissance, 3, machin, 5, etc. Et le FMI a finalement pris position pour le gouvernement. Oui, tout à fait. Du coup, en voyant ce que le FMI a dit dernièrement, je me dis, ces gens-là ne doivent pas avoir été très sérieux avec nous. Ceci dit, pour en revenir à votre question par rapport au Naira, oui, le Naira c'est la monnaie nigériane et c'est le Nigeria qui décide de ce qu'il fait de sa monnaie. Et c'est à nous de savoir qu'est-ce que nous faisons à notre niveau pour nous adapter, parce que nous n'avons pas le pouvoir d'influencer la politique monétaire du Nigeria. Mais nous avons tout au moins le pouvoir de travailler à ce que nous n'en soyons pas les victimes. Et ça nous pousse à commencer par imaginer les mécanismes qui nous permettront nous-mêmes à l'interne de produire suffisamment pour pouvoir vendre. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à être dépendant des produits d'importation. Ce n'est pas possible. On est un pays avec une forte potentialité agricole. On a un pays avec une forte potentialité d'artisans. On peut produire énormément au Bénin et nous en sortir, mais on ne le fait pas. Et je crois que une des choses que j'attends du gouvernement actuel et qui est peut-être en train de se faire, mais qui n'est pas encore mis sur la place publique, c'est de commencer par nous préciser sur quel levier il veut jouer à l'interne pour booster la production intérieure. Il y a eu des promesses pendant la campagne. Il y a eu des projets de société. Et ça, j'espère aussi à ce niveau-là que bientôt, on va nous sortir le programme d'action du gouvernement. Parce que jusque-là, je n'en ai pas connaissance. Et je crois que si le projet de société du président Talon et les projets de société d'autres candidats qui l'ont soutenu dans la coalition de la rupture pouvaient être mis côte à côte, on pourrait en tirer des choses assez intéressantes. Extraire des choses à gauche et à droite pour en faire un document consensuel. Voilà, parce que c'est qu'on le veuille ou non, c'est une coalition qui a gagné le pouvoir. Et cette coalition-là, les membres de cette coalition ont eu à faire des propositions, les unes plus intéressantes que les autres. Peut-être qu'en s'asseyant pour faire un travail de réflexion et de synthèse, on se rendra compte que ce que celui-ci a proposé pourrait faire mieux l'affaire que ce que celui-là a proposé. Ou alors il faut prendre un peu ici, un peu là. Si je le dis ainsi, c'est parce que moi je sais ce que le candidat que j'ai soutenu au premier tour, le président Javon, a eu à proposer dans ce sens-là. Et je me dis qu'il y a à l'intérieur des choses qui pourraient permettre d'avancer. Je n'ai pas lu dans les détails le projet de société du candidat Talon. Je ne l'ai pas étudié en détail. Je ne sais pas si à l'intérieur il y a mieux que ce que nous on a proposé, mais je crois que si c'est ce qui est du côté de Ajam ou du côté de Koupaki qui peut bien faire l'affaire, je crois qu'il devrait avoir l'humilité de s'asseoir et de régler cette question-là pour que enfin on puisse manger au moins 2 fois par jour dans ce pays, parce que ça commence à trop durer et on risque de mourir avant que les réformes arrivent. Le grand rendez-vous. Vous n'allez pas mourir de faim, Clotaire Olivier. J'espère bien. Parlons du social à présent, si vous le voulez bien. Quelles sont les initiatives porteuses que vous avez notées, par exemple, en la matière? Puisque vous parlez de faim, je vous adresse la question, Clotaire Olivier. Oui, justement, je dis que sur ce volet-là, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, pour ne pas dire qu'on n'a presque pas encore commencé de mon point de vue. C'est vrai qu'en Conseil des ministres, il y a un certain nombre de projets qui ont été annoncés. Il y a des
des projets par rapport au secteur éducatif. On a mis en place par exemple le Conseil national de l'éducation. Qu'on attend les résultats de ce conseil-là pour savoir, d'une commission plutôt qui a été mise en place, on attend les résultats de cette commission-là pour voir quelles sont les propositions qui vont être faites. Il y a également le fait qu'on a parlé de diversification de l'agriculture. Bon, donc il y a un certain nombre de choses, d'initiatives qui ont été lancées, mais dont on ne peut pas encore évidemment voir les résultats, ça vient d'être lancé. Tout ce qu'il faut souhaiter, c'est que les choses aillent vite. On ne peut pas faire comme les autres et aller dans le désordre. Il est vrai, il faut de la méthode. Et je crois que c'est une des marques de fabrique de ce gouvernement, c'est qu'ils mettent beaucoup de méthodes et cela est une bonne chose. Mais dans le même temps, il faudrait accélérer un peu les choses pour qu'on commence pas à véritablement voir les fruits. Je suis un peu resté sur ma faim par rapport au volet social et un peu au volet économique. Mais cela se comprend. Après 100 jours, on ne peut pas. Alors Wilfried Léon, on me dit, moi personnellement, et certainement beaucoup d'autres Béninois aussi, ce qui a retenu mon attention, ce sont les résultats des examens de fin d'année qui sonnent clairement comme un échec national. On dit que c'est le gouvernement qui a donné des instructions afin que soit révélée enfin la vérité des chiffres. Comment appréciez-vous cette attitude de l'exécutif? Bon, d'abord, je voudrais compatir à la douleur des parents d'élèves qui ont dépensé, qui espéraient de forts taux d'admissibilité afin de voir leurs enfants obtenir tel ou tel parchemin. Mais je voudrais aussi faire observer que l'État qui paye les fonctionnaires, qui paye les enseignants, ne les paye sans doute pas pour ne pas avoir de résultats. Donc l'État n'aurait aucun plaisir à obtenir 14, 15, 20% de réussite alors qu'il a passé toute l'année à payer les travailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a probablement eu cette fois-ci, en tout cas de façon responsable, la réelle identité de notre système éducatif et la qualité des étudiants, des apprenants que nous avons. Parce qu'il ne me semble pas justifié de penser que le gouvernement peut décider de faire échouer des enfants qui auraient le niveau. Non, je crois qu'on a plutôt décidé cette fois-ci de ne faire réussir que ceux qui ont effectivement le niveau. Parce qu'avant, on passait des gens qui n'avaient pas le niveau. Voilà, ceux qui ont rempli les minima. D'après les acteurs eux-mêmes, vous en connaissez d'éminents qui ont dit qu'on a dans ce pays racheté jusqu'à 6 ou combien, je ne sais 5, plus. Pour aussi, parce qu'on veut tutoyer les 100% ou les 80% au moins. Donc, d'après les acteurs eux-mêmes, ces dernières années, on a plutôt passé le temps à racheter massivement. Mais comment peut-on comprendre ce genre de mesures populistes à la limite? Non, s'il se trouve que c'est vrai, ce qui est dit par ces acteurs-là, personnellement, en tant qu'analyste, je rapprocherais cela de la pratique propagandiste, populiste du régime passé, qui avait peut-être intérêt à avoir les parents avec lui, les enfants avec lui, lesquels diraient que sous lui, bon, les résultats sont tout bons, tout beaux. Alors, les 100 jours également sont marqués par la crise du football, et ça, cette question, je vous l'adresse, Wilfried. Dans cette crise, il est fait au gouvernement le procès d'un interventionnisme hardi dans les affaires de la justice. Comment appréciez-vous la position de l'exécutif qui, dans la crise du football, donne carrément l'impression de prendre parti? Comment appréciez-vous ça? De prendre parti pour laquelle des partis? Pour la fédération élue. Pour la fédération élue. Ah, je ne sais pas si le fait d'avoir fermé les yeux, je mets comme ça, c'est la perception que le Béninois lambda a, d'avoir fermé les yeux sur la tenue d'une AG élective, alors que la veille, il y a eu une ordonnance d'un juge interdisant la tenue de l'Assemblée générale. C'est de ça que vous voulez parler. D'abord, je veux déplorer les sempiternelles crises que notre football connaît, les querelles de personnes, les querelles de clochers qui prennent en otage les jeunes sportifs, les jeunes footballeurs béninois, qui ne demandent pas tant que ça. Eux, ils ont envie d'exprimer leur talent, d'être découverts, de s'exporter, de mieux gagner leur vie et de contribuer à faire bien vivre leurs parents. Malheureusement, nous en sommes encore là. Et le gouvernement, effectivement, a dû observer qu'il y a eu une décision de justice interdisant la tenue de l'AG. Après, le choix qui a été fait de ne pas interdire la tenue de l'assise a été justifié d'une manière qui n'a pas forcément convaincu tout le monde. Est-ce que vous êtes convaincu? Non, il ne s'agit pas de savoir si moi je suis convaincu. Moi, j'observe que l'Assemblée générale a eu lieu, mais que nonobstant cela,
le chef de l'État, cette fois-ci, oui, chef de l'État, pas le président de la République, le chef de l'État a pris sur lui de prendre langue avec les partis pour essayer, parce qu'on est convaincu, et lui-même l'en premier, il sait que la tenue du nage dans ces conditions-là ne résout pas durablement les crises qui minent la Fédération béninoise de football. Donc si, comme il l'a fait avec les chrétiens protestants, il peut obtenir de ces acteurs-là de se mettre ensemble, de taire leurs différences pour ne privilégier que l'intérêt national, ce serait tant mieux. Et au-delà de toute décision de justice, ce serait la véritable sortie. Oui, mais au-delà du foot, au-delà du sport, cet acte est une semence tout de même, parce que il a eu, et vous le direz si ce n'est pas cela, un non-respect d'une décision de justice. Et ça promet, on est qu'au début. Les décisions de justice sont censées ou sont supposées justes tant qu'elles n'ont pas été remises en cause. En tant que telles, elles doivent être appliquées. La décision du juge dit il ne doit pas avoir assemblée générale. Le gouvernement envoie... Est-ce que vous m'avez entendu? Le gouvernement envoie des policiers. Les décisions de justice, je réitère que les décisions de justice, tant qu'elles n'ont pas été remises en cause, sont censées être justes et avoir été rendues conformément au droit. Donc, elles doivent être appliquées. En principe, elles doivent être appliquées. Alors, Clotaire Olivier, sur ces deux questions-là, les résultats scolaires et cette crise bizarre du football. Non, sur la question des résultats scolaires, je partage absolument la position de Wilfried Moumbedji. Je crois que il était temps qu'on montre le vrai visage de notre système éducatif. Oui. Parce que il n'est plus un secret pour personne dans le pays que nos élèves n'ont plus un niveau acceptable. Ça, c'est un secret de polichinelle. J'ai eu à traîner mes fesses sur les bancs quelque temps avec l'ami Wilfried Moumbedji, Wilfried Adon, et je sais qu'on se plaignait tout le temps du niveau de certains. Bon, je ne peux pas. Donc, ça veut dire que si déjà au niveau universitaire, on se plaint que les étudiants sont difficilement capables de parler du français correct, imaginez d'où le problème est parti. Donc ça veut dire que notre système éducatif a un problème. Nos apprenants, ceux qu'on dit avoir obtenu leur diplôme dans des conditions de 80-90%, mais quand vous les entendez, vous avez... On leur retire leur diplôme. Mais franchement, ça je ne vous le cache pas. Et le pire, certains nous ont fait la confidence que les résultats que nous avons eu cette année vont se reproduire l'année prochaine et ainsi de suite pendant au moins 4 ans. Ça ne serait pas parce que les enfants qui sont reçus à 98% au CEP, voilà, c'est eux qui sont en train de passer le BEPC cette année, et c'est justement pour cela que nous avons ces résultats aussi médiocres. Et donc, tant qu'ils n'auront pas fini leur cursus secondaire, on continuerait d'avoir des résultats de cette nature. Le problème, c'est pas seulement dans les classes d'examen, évidemment. Et ça, on a vite fait de l'oublier. Oui. C'est même au niveau des classes intermédiaires. Et c'est pourquoi on parle de système éducatif. C'est un système. Dès que c'est foutu en bas, mais évidemment, ça se traîne sur plusieurs années. Donc, il était vraiment temps qu'on montre le vrai visage de ce système-là. Donc, ça, c'est positif. Je suis parfaitement d'accord avec cet aspect de la chose. Maintenant, quant à la question du football, moi, je pense qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Si vous voulez mon avis personnel par rapport à cette fédération-là qui a été élue, moi, je dis mon avis personnel, hein, je crois qu'il faut franchement balayer cette affaire-là. Ah oui, il faut franchement balayer cette affaire. Là, vous lâchez, oui. Oui, je veux bien me lâcher cette fois-ci parce que, voyez-vous, ce monsieur qu'on appelle Anjorin, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, je l'ai toujours vu de loin comme tout le monde, comme la plupart des Béninois. Mais attends, ça suffit. Il n'y a pas que lui au Bénin pour pouvoir gérer le football. Enfin, c'est son héritage. Non, il faut qu'on arrête avec ça. Donc, franchement, sur mon avis personnel, c'est ça. Maintenant, au niveau institutionnel, le gouvernement est en face de plusieurs enjeux à gérer. Il y a l'enjeu justice, il y a l'enjeu relations internationales, il y a l'enjeu football. Donc, le gouvernement doit opérer un choix. Est-ce qu'il faut privilégier le respect de la décision de justice? Est-ce qu'il faut fermer les yeux, entre griffes, sur la décision de justice pour permettre à nos jeunes footballeurs de poursuivre la compétition? Est-ce qu'il faut... Et par la même occasion d'accepter le dictat de la FIFA? Exactement. Oui, bien sûr. Et de renier notre souveraineté. Ou est-ce qu'il faut tenir tête à la FIFA? Donc voilà autant de paramètres. Enfin, c'est des choix délicats. Voilà. Donc moi pour ce qui me concerne, évidemment, je suis de l'avis qu'une décision de justice doit être respectée. Mais lorsque un gouvernement décide
pour les raisons que je viens de citer, pour préserver d'autres enjeux, de ne pas respecter une décision de justice, eh bien qu'il l'assume politiquement. Et moi, c'est tout ce que je voudrais demander au gouvernement. Le grand rendez-vous. Alors, toujours au sujet du bilan des 100 premiers jours du mandat, on ne saurait occulter le volet de la lutte contre la corruption dont on peut s'étonner de ne voir quasiment aucune mention. Doit-on conclure que sur la question de la lutte contre la corruption, le gouvernement traîne les pas, Je crois qu'il veut plutôt des résultats. Encore une fois, peut-être dans la discrétion, plutôt que de tambouriner autour de la lutte contre la corruption et qu'à côté se développent des montagnes de corruption. Et quelles actions particulières attendiez-vous? Personnellement, je ne sais pas, mais j'ai vu au moins que comme suite à la mesure d'annulation des concours dits frauduleux, des noms ont été cités. Des personnes seront probablement appelées à répondre. Parce que cela rentre aussi dans ce cadre-là. Vous n'ignorez pas que dans l'entendement populaire, il y a eu des marchandages énormes dans l'entendement populaire à l'occasion de ces concours-là. J'en ai entendu personnellement et confesser qu'ils ont dû débourser plusieurs millions pour réussir à tel ou tel concours. J'en connais même qui, étant reçus dans ces conditions, sont aujourd'hui au chômage parce qu'un temps ils ont abandonné leur premier poste. Donc j'en connais. Donc les pauvres ils sont à plaindre. Et à mon avis, le fait d'avoir osé situer les responsabilités et indiquer même des noms, c'est un acte de courage qui doit participer du découragement de ces personnes qui, à des moments donnés, dans des fonctions données, se croient tout permis. Maintenant, il n'est pas dit que tout ce qui est mis dans le conseil des ministres, les noms cités, il n'est pas dit que d'office ces personnes sont déjà coupables. Des présumés innocents, oui, c'est administratif tout ça. Mais la justice, quand elle sera saisie, doit pouvoir faire la part des choses, situer les responsabilités des uns et des autres. Il se peut qu'il y ait des gens dedans qui soient blanchis demain, comme d'autres seraient condamnés. Et ça, il faut avoir la présence d'esprit de le mentionner pour ne pas que l'opinion pense que ces personnes sont déjà condamnées. Clotaire? Oui, sur la question de la lutte contre la corruption, moi je crois que c'est deux aspects essentiellement. D'abord, les dossiers passé, c'est vous qui avez écrit un livre sur les scandales de la République. Voilà. Donc, sur ces scandales-là que nous connaissons, nous attendons toujours le gouvernement. Je suppose qu'ils sont en train de faire l'état des lieux, ce n'est pas si facile à faire. Vous attendez le gouvernement ou la justice? J'attends d'abord que le gouvernement situe les responsabilités avant de saisir la justice. Parce que c'est des dossiers administratifs. Et il faut, je crois comprendre qu'il y a des audits qui sont ou qui vont être lancés. Il faut vraiment le faire pour situer les responsabilités. Et lorsqu'on aura situé les responsabilités, saisir la justice pour qu'on voit clair dans ces affaires-là. Ça fait le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le gouvernement lui-même actuel, à partir de maintenant. Comment est-ce qu'il se comporte? Comment est-ce que les personnes qui sont en train d'être nommées par le gouvernement se comportent? S'ils venaient à poser des actes de délinquance financière. Je n'ose pas utiliser d'aussi grands mots. En tout cas, utiliser les mots. Les mots sont faits pour être utilisés. On en a vu des délinquants prendre le devant des opérations ici dans ce pays. Vous voulez qu'on vous cite des noms peut-être? Non, merci. Bon, s'ils venaient à poser des actes condamnables, eh bien, nous attendons du gouvernement qu'il prenne effectivement ses responsabilités. Donc, sur ce deuxième aspect, on ne peut pas encore véritablement opiner parce qu'on n'a pas encore matière à cela. Mais d'ici quelques mois, certainement, dans le feu de l'action, il y aura certainement des choses qui vont mal se passer. C'est fatal. Ça va fatalement arriver. Et c'est à la réaction du gouvernement et surtout de son chef que nous serons si effectivement... Il y a un engagement en faveur de la lutte contre la corruption. Alors, double événement à l'ORTB cette semaine. La Cour donne raison à Stéphane Todemain. Le gouvernement nomme les nouveaux responsables du service public. Wilfried Léon-Mbédi, vous qui êtes du service public, quelle lecture faites-vous de ce qui est arrivé là? Précisément quoi? La décision de la Cour. La décision de la Cour ce que le gouvernement pense la nomination des responsables du service public. Il se fait que M. Todemain a été relevé de ses fonctions dans des conditions juridiquement pas appropriées, ce que la Cour constitutionnelle a constaté. Mais après cela, le gouvernement est maître de ses responsabilités. Le gouvernement a décidé de confirmer l'intérimaire qu'il a mis en place parce que par ailleurs, la décision de la Cour n'engage pas le gouvernement à remettre en selle M. Todemain qui est parti. Et en l'espèce,
en l'espèce, il y a deux positions possibles. L'une des positions, c'est de dire, par exemple, oui, nous avons été condamnés, faisons profil bas, allons rechercher celui que nous avions déjà enlevé de ses fonctions et remettons-le pour les quelques semaines qui lui restent d'ici à la retraite. Comme l'autre, c'est de dire, de toutes les façons, il va partir à la retraite très bientôt. Nous avons déjà mis quelqu'un là, formalisons la situation de l'intérimaire pour lui permettre de continuer son travail, et je crois que c'est le choix que le gouvernement a fait. Après, les positions d'école, on peut débattre à longueur de journée, sans jamais s'entendre, sans jamais en sortir. Mais il reste qu'il y a une décision politique à prendre, le gouvernement l'a prise et nous observons. Oui, mais le ministre Diobenou l'a expliqué vendredi dernier, le conseiller du chef de l'État également, Edouard Loko, que Stéphane Todemain a été relevé de ses fonctions pour faute grave. Mais quelle est cette faute? Constaté dans un rapport adressé au chef de l'État par le président de la haute autorité de la communication. Alors ça change un peu tout là, non? Je ne peux en parler. C'est possible que ça change tout si c'est effectivement pour ces raisons-là. Mais je n'ai pas été... Oui, mais quelle est cette faute? Une si grosse faute devait être visible, non? Non. Première chose. À la base, je suis juriste. Monsieur Todemain peut avoir commis des fautes graves, des fautes lourdes même, pour lesquelles il peut être relevé de ses fonctions. Les lui a-t-on signifié? Je ne sais pas. Je n'ai pas été au cœur du dossier. Je ne peux pas vous dire quelles sont ces fautes-là. Mais j'observe, comme vous, qu'il n'est plus en situation, que le gouvernement a pris la décision politique de ne pas le remettre en scène, mais de formaliser l'intérim de celui qui... On a parlé de fautes graves répétées. Et j'ai suivi comme vous le conseiller, le chargé de mission du chef de l'État, M. Edouard Loko, s'inspirer d'un rapport qui aurait été fait par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je m'en tiens à ça. Oui, mais Clotaire Léhidé, est-ce qu'il n'y a pas de problème lorsqu'on sait que c'est seulement après la décision de la Cour constitutionnelle qu'on révèle enfin à l'opinion que oui, Stéphane Todemain a été sanctionné, limogé pour faute grave? Effectivement, cela pose un problème de communication, encore une fois. On l'a dit tantôt, il faut que le gouvernement repense un peu sa communication. Parce qu'effectivement, c'est là que le problème se pose à mon niveau aussi. Sinon, au-delà, écoutez, je vis dans ce pays quand même depuis 2006 au moins. D'accord? Et je sais à quel moment l'ami Stéphane Todemain est arrivé à la tête de l'ORTB. Et j'ai vécu ce qu'il a fait à la tête de cette structure-là ces dernières années. Et donc, évidemment, que qu'un gouvernement prenne la décision de relever ce monsieur-là de ses fonctions, moi j'applaudis. Donc, parce que c'est un acte de salubrité publique. J'applaudis des deux mains des deux pieds. Justement, on dit que c'est de la vengeance. Puisque... Non, n'allez pas trop vite en me dire. Il n'y a aucune vengeance à ce niveau-là. Mais c'est dit dans l'opinion. Non, il n'y a aucune vengeance à ce niveau-là. Surtout lorsque j'apprends ensuite que c'est parce qu'on lui a signifié des fautes graves. Et c'est pourquoi il y a un problème de communication. On nous aurait peut-être dit plus tôt ce qu'on a reproché à M. Todemain. On nous aurait dit que la procédure pour le relever a été suivie, que cela ne poserait pas ces fautes graves-là n'ont-elles pas été révélées à la Cour constitutionnelle? Je n'ai pas vraiment compris. On a dit que le rapport de la RAC, le rapport de la RAC, que je n'ai pas lu, je le confesse, c'est un rapport qui est antérieur à la décision du gouvernement de relever Stéphane Todemain de son poste. Qui établit ces fautes-là. Et que cela a été signifié à l'intéressé. Donc, je mets des si parce que je ne connais pas tous les détails. Mais si la procédure a été suivie pour que M. Todemain soit relevé de ses fonctions, moi je dis, il n'y a aucun souci. Est-ce que la procédure a été suivie? Qu'est-ce que vous faites de la décision de la Cour constitutionnelle? Non, attendez, est-ce que vous avez lu la décision de la Cour constitutionnelle? Oui. Moi j'ai lu la décision de la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle n'a jamais dit que le gouvernement, que le président de la République n'avait pas le pouvoir de relever M. Todemain de ses fonctions. Oui. La Cour a dit que le pouvoir de révocation appartient au président de la République, qui est l'autorité qui a nommé M. Todemain. Donc, l'arrêté pris par le ministre viole la Constitution. Donc, le ministre n'avait pas le pouvoir de relever M. Todemain de ses fonctions. Mais il y a un autre décret qui a été pris. Mais voilà, du coup, le président de la République, maintenant, qui prend la décision de relever, eh bien, les choses ont été corrigées. Maintenant, sur la procédure, et c'est pourquoi je dis là, il y a un problème de communication. J'ai entendu comme vous ce que le chargé de la communication du chef de l'État a dit, qu'il y a eu un rapport de la RAC qui a relevé des fautes. Est-ce que cela a été notifié à l'intéressé? Si oui,
Si tout ça a été rempli, moi je trouve que c'était une bonne décision. C'est ce qui devait lui arriver. C'était une bonne décision et moi je l'applaudis. Très bien, alors si vous le permettez, messieurs, nous allons à présent recevoir nos auditeurs si ils souhaitent nous poser des questions, évidemment. Nous sommes au 64 44 02 44 66 75 72 72. Y a-t-il un auditeur en ligne? Bonjour. À qui avons l'honneur? Martin Denis Avodé, instituteur à la retraite. Monsieur Avodé, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup. Monsieur Wilfried Léandre Ngweji, son Excellence, l'ancien président fondateur de la République très très démocratique de Mativu et de Trompe-l'œil, s'adressant aux hommes de la presse lors des deuxièmes assises, a dit ceci. Je classe la presse non pas au quatrième rang des pouvoirs, mais au premier rang des pouvoirs. En même temps, je taxe cette presse de nuisance et de presse de destruction. Monsieur Léandre Ngweji, vous étiez au podium à ce temps-là. Est-ce parce que vous avez bien vécu de votre occurrence que vous vous êtes tué? Si oui, sinon, mais le marquez. Monsieur Clotaire Olide, que signifie ce terme grincheux que vous avez prononcé? Foutu en bas. Qu'est-ce que ça signifie? Troisième chose. Monsieur Avodé, s'il vous plaît, on ne vous a pas bien entendu. Le terme dont vous parlez. Monsieur Olide Clotaire a eu à dire tout à l'heure, a prononcé ce terme-là. Foutu en bas. C'est lui-même qui a dit ça. Foutu en bas. Oui, il a dit ça. Parlant de quoi? Bon, très bien, ben, il a compris. Il a dit ça. Il a dit ça quand vous avez posé la question de l'école là. D'accord, très bien. Très bien. Allez-y, monsieur Avodé. Troisième chose, dans ce désert de compétences, il a ce slogan grincheux que tout le monde salmodie à corps et à cri. Et à qui c'est devenu aujourd'hui un refrain chantant. Le nouveau départ. Pardon, messieurs. Est-ce que M. Talon a déjà entrepris le départ, a échoué et recommence aujourd'hui? Si c'est ça, on doit dire le nouveau départ. Mais il vient de commencer, il vient d'entreprendre. On doit dire le départ nouveau. Et les gens ne comprennent pas les méandres de cette langue française. Que pensez-vous de ça? Très bien, monsieur Avodé, merci beaucoup pour ce cours de langue matinale. C'est pas souvent que ça arrive. C'est un instituteur à la retraite. Ah, tout à fait. Et l'instituteur de la bonne école. Alors, un autre auditeur, bonjour. Il est parti. Y a-t-il un autre en ligne? Ah, très bien, voilà. Il y a quelqu'un qui est là. Bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? Jeune Wagnon pour vous servir. Monsieur Jeune Trois Wagnon. questions. Oui, allez-y rapidement. Monsieur Olide, les personnes sont inquiètes pour vous. En tant que porte-parole du candidat à Djavon, jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore positionné. Vous avez été approché, c'est pour quand finalement? Monsieur Léandre Ngweji, pareil, les personnes vous admirent, sont presque fâchées parce que vous n'êtes pas positionné, pendant que des gens de la 74e heure le sont. Vous êtes approché, c'est pour quand? Troisième question aussi facile. Vous pensez franchement que les 100 jours du président Talon seront après les 200 jours meilleurs? Pour finir, de vous à nous, ne nous dites pas comme le ministre de la Justice qui, dans l'obscurité, n'a pas vu le mercredi noir. Que pensez-vous du mercredi noir? Lorsque eux, ils faisaient mercredi rouge, ils n'avaient pas la bouche pour parler. Merci beaucoup, monsieur Wagnon. On a bien compris votre question. Mercredi noir, mercredi rouge. Enfin, ça prendra toutes les couleurs finalement le mercredi. Un autre auditeur là, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, qui avons l'honneur? Vous avez l'honneur à monsieur Foni Sébastien depuis Adoris. Monsieur Sébastien Prenon, nous vous écoutons. Merci. Et vous avez parlé, j'ai deux questions. La première question est celle-ci. Compte tenu des mandats d'arrêt qui ont été décernés, est-ce que le procureur en a connaissance, vu que au côté est juriste? Mandat d'arrêt à quel sujet? Du football? Au sujet du football. D'accord. Est-ce que le procureur a mis son saut? Si oui, d'accord, mais sinon,
leur raisonnement ne tient pas. De deux, je souhaite demander à M. Oufouladou, malgré toutes les péripéties qui sont passées, qu'est-ce qu'il dit à propos des jeunes et bacheliers qui sont admis actuellement. La question, vous me l'avez adressée? Oui. Non, malheureusement, moi, je ne réponds pas aux questions. Se trompe de Wilfried, certainement. Vous vous trompez certainement de Wilfried. Il y a Wilfried Léon Mbedji qui est ici, certainement qu'il va s'exercer à répondre à votre question. Oui, Wilfried Léon. Moi, j'ai pas encore acquis cette aptitude-là de répondre aux questions. Bon, d'accord, mais dans tous les cas, c'est les deux questions. Je souhaite à titre et plus nous détailler un peu si le procureur est connaissant et il a mis son tour. D'accord. Très bien, c'est entendu. Bonjour, bonne journée à vous, à Zaoulistéa. On reprend un autre auditeur ici. Bonjour, oui. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Davanou Thierry depuis Porte-Nouveau. Oui, monsieur Davanou, allez-y pour vos questions. Oui, bon, j'ai écouté vos invités. Ils ont tous des arguments pertinents. Bon, maintenant, moi, je n'ai pas compris très bien mon ami Léon Mbedji. Et lui et moi, on a tout le temps parlé des rachats que les gens faisaient à l'époque. Mais aujourd'hui, il me semble qu'il avait d'utiliser le conditionnel. Nous étions tous convaincus que les gens faisaient du faux. Et plusieurs fois sur Radio Tokpa, on a dénoncé, on a été menacé tout le temps. Mais quand il est dans le système maintenant, qu'est-ce qu'il propose qu'on fasse? Surtout pour ceux qui ont menti l'année dernière pour dire qu'on n'a jamais racheté. Mais cette année, on a la preuve qu'au BPC, on a racheté. Qu'est-ce que le système propose pour eux? Dans un pays normal, on les fout en prison. J'en connais, ils sont au nombre de 2. Ils sont passés dans toutes les presses l'année dernière pour dire nous n'avons jamais racheté. Mon ami Léon, que le président Talon prenne ses responsabilités. Je vous remercie, bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur devant nous. Nous allons prendre notre auditeur, s'il y en a, avant de revenir ici en studio. Bonjour. Non, il n'y en a pas. Alors nous revenons en studio pour répondre à ces questions. Nous avons suivi le cours de langue de monsieur Avodé, ce vieil instituteur qui rappelle que dans ce pays quand même il y a eu de bons enseignants. Alors il a parlé de slogans grincheux, salmodiés, nouveau départ nouveau. Et vous, monsieur Olidé, vous avez parlé de quelque chose qui serait foutu en bas. Qu'est-ce que c'est? Oui, merci beaucoup. Merci pour le cours de langue. Oui, effectivement, quand je parlais du système éducatif, j'ai utilisé ce mot, je me souviens, j'ai dit si c'est foutu en bas, ça va se répercuter sur la suite. Bon, je crois que c'est le foutu qui le gêne. Si c'est le foutu qui le gêne, je vais le remplacer peut-être par un autre mot pour qu'on avance. Je crois que l'esprit a été compris, le reste, on peut gérer. Alors, il y a une question qui vous a été adressée relativement à la presse. Il a parlé d'une presse de nuisance et de destruction. Enfin, j'avoue que je n'ai pas très bien compris la question. Peut-être que vous l'avez entendu. Je l'ai entendu et je ne me retrouve pas tellement dedans non plus parce qu'il évoquait les états généraux sous président Kérékou et j'étais au podium. J'ai jamais été au podium à des états généraux sous le président Kérékou. Et pas certainement du président Bonimai. Oui, même là, le jour où on a ouvert les états généraux, le président Bonimai est venu, j'étais pas au podium. J'étais dans la salle, mais j'étais pas au podium. Maintenant, si le président Kérékou a parlé de cette presse-là, et lui, il reprend les observations à son compte, je le laisse responsable de ces observations. Je suis de la presse et je suis conscient que tout n'est pas rose. Je suis conscient qu'il y a des efforts à faire encore pour plus de qualité et je m'en tiens à ça. Nous faisons les efforts que nous pouvons pour corriger ce qui doit être corrigé. Très bien. Eugène Ewayon, lui, il pense qu'il y a des gens qui s'inquiètent énormément pour vous, des gens qui s'inquiètent de ne pas vous voir, vous deux, nommer très rapidement des fonctions de hauts fonctionnaires ou de responsabilité. Et ces gens-là se fâchent et voudraient savoir finalement ça va venir quand. C'est pour quand finalement, Clotaire Olidé? Ben, écoutez, je serais bien en peine de répondre à une question pareille. C'est vrai que j'ai entendu ça à plusieurs occasions. Mais il faut d'abord comprendre que la finalité du combat politique, ce n'est pas d'abord avoir un poste de responsabilité. Ce n'est pas d'abord, je précise. À partir de ce moment-là, moi je ne suis pas dans une course après les postes.
je continue mon combat politique normalement et je m'apprête même à le vivre encore plus profondément. Maintenant, si celui qui a le pouvoir de nommer estime que j'ai des compétences à faire valoir et qu'il m'appelle à une fonction, pourquoi pas, je ne cracherai pas dessus, mais je n'en fais pas une finalité, je ne cours pas après. Donc je peux malheureusement pas répondre à la question parce que ce n'est pas moi qui nomme. La même question s'adresse à vous, Philippe Mouilly. Je lui dirais que quand le devoir aura décidé de nous appeler, nous aviserons. Si on prend la peine de nous consulter, nous dirions où et en quoi nous pourrions être les plus utiles. Si on ne nous consulte pas et que a priori on pense que nous pouvons être utiles ici ou là et qu'on nous y met, si nous pensons le faire, nous dirons. Si nous pensons que nous n'en avons pas les capacités, nous le dirons aussi. Là-dessus, on dit aussi que votre ministre, enfin celui que vous avez... Mon ministre, j'en ai nommé. Oui, je veux parler de Pascal Irénée Koupaki. Il vous attribue des pouvoirs que vous n'avez pas. Celui-là pour qui vous avez porté la parole pendant la campagne électorale, il est aujourd'hui à la présidence, il n'est pas président. Mais c'est tout juste ce qu'il a. On dit il n'a pas la possibilité de nommer. C'est votre observation. Moi, de toutes les façons, le président Koupaki n'a pas été élu président. Bon, nous avons battu campagne, nous avons lutté pour que ce fût le cas. Ça n'a pas été le cas. Si ça avait été le cas, peut-être que les données auraient été autre chose. Mais là où il est, c'est un serviteur. C'est un serviteur et je crois qu'il s'emploie à donner le meilleur de lui là où il est. Il n'y a pas de débat après autour de... Mais parlant de nomination, c'est encore plus compliqué. Oui, mais tous ceux qui l'ont soutenu savent que c'est pas lui qui a été élu et que celui qui a le pouvoir de nomination aujourd'hui, c'est le président Patrice Talon. Si il prend son avis ou il lui demande parfois de lui fournir des cadres pour occuper telle ou telle fonction, je pense que le président Koupaki ne refusera pas de porter certains de ses compagnons à des postes de responsabilité. Voilà, alors, les 200 jours, enfin nous sommes en train de parler des 100 jours du mandat, est-ce que les 200 jours, à votre avis, seront meilleurs que ce à quoi nous avons assisté là, Clotaire Olydé? C'est Jeanne Vaillant qui pose la question. Je le comprends, mais malheureusement, je n'ai pas la capacité de lire dans une boule de cristal et je ne peux pas aller au fond et sonder totalement les hommes. Mais la trajectoire est bonne. Justement, c'est là que je voulais en venir. Mais lorsqu'on voit ce qui a été fait en 100 jours, on a des raisons d'espérer avoir mieux au bout de 200 jours. J'ai dit tantôt qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont lancés et avec un peu de temps, c'est sûr que ça portera ses fruits. Donc oui, je suis fortement positif par rapport aux 200 jours. Je parie qu'on aura mieux. Par rapport aux 200 jours, ce qui me paraît être le point de repère, ce sera la question du délestage. Nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, depuis 3 mois et demi, il y a du mieux. On n'est plus coupé intempestivement 4 heures par jour. Quand il y a des coupures, j'ai observé personnellement, en tout cas dans la zone où je vis, que c'est pour quelques minutes au plus. Maintenant, le gouvernement a fixé un cap, a pris des mesures pour dire qu'à fin octobre, nous en aurions fini avec le délestage. Donc, ça devient le repère des 200 jours. Et je crois que si cela advient, il n'y aura aucune raison de penser que les 200 jours n'ont pas été positifs. Oui, mais là-dessus, on note aussi un déficit de communication. Combien ça nous coûte aujourd'hui pour qu'on soit mieux alimenté qui est. Mais je crois que le ministre en charge de l'énergie avait fourni les explications en son temps quand il parlait de recourir au groupe qui était là, qui n'était plus utilisé, d'acheter tel lubrifiant plutôt que tel autre. Il avait fourni des explications. Et par rapport aux 200 jours, au délai de fin octobre, j'ai entendu dire que cela devait nous coûter à peu près 30 milliards. Bien sûr. Oui. Alors, le mercredi noir, mercredi rouge, mercredi et tout ça. Est-ce que vous observez tout ça? Il dit qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est ça la question de Jeanne Vaillant. Oui, le mercredi noir, oui, est-ce que je vais dire que je l'observe? Non, je l'entends. Je l'entends, j'ai pas encore eu l'occasion de vérifier si c'est effectif dans les rues de Cotonou. Parce que vous n'en voyez pas ou vous ne nous êtes pas donné cet exercice? Vraiment, je voudrais demander à mon ami l'autre de ne pas m'en vouloir, mais je n'ai pas daigné vérifier si ça se fait effectivement. Parce que, je le dis, l'autre c'est un ami personnel, je le connais bien, mais je trouve qu'il fait un peu dans l'exagération par rapport à tout ce qu'il met dans son mercredi noir. Mais c'est son point de vue, on n'est pas obligé d'avoir tous la même vision des choses. Ce que quelqu'un voit blanc, l'autre peut le voir noir, ou le voir un peu plus nuancé. Donc, il a certainement ses raisons d'avoir sa position. Je respecte sa position.
ça quand bien même je ne la partage pas. Maintenant, est-ce qu'il y a des milliers de Béninois qui sont d'accord avec lui et qui portent le noir? Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'observer. Mais je ne peux qu'encourager quelqu'un qui veut... Mais il estime qu'aujourd'hui, il n'y a pas une opposition déclarée au président Talon et qu'il y a un peu comme un désert sur ce terrain-là. Et bien, donc, il va falloir que nos voix s'élèvent. Il faut forcer l'opposition. L'opposition dans un régime démocratique, c'est quand même une chose normale. Je suis d'accord, mais ça ne se force pas. En fait, si c'est juste parce qu'il n'y a pas d'opposition qu'il faut fabriquer l'opposition et qu'il a décidé de fabriquer l'opposition, ça veut dire que ce qu'il dit, il n'a pas de fond dans... Je ne dis pas ça. Moi, je parle par rapport au fait de dire que comme il n'y a pas... C'est-à-dire, c'est comme si... Comme il n'y a pas d'opposition... Il y a un vide qu'il est en train d'occuper. Il faut combler le vide. Non, il faut d'abord un contenu. S'il faut combler le vide avec du vide, finalement, on n'a rien fait. Donc c'est par rapport au contenu de son opposition que moi je veux apprécier. Et je n'appréhende pas vraiment encore le contenu de l'opposition qu'il est en train de développer. Moi aussi je fais partie de ceux qui espèrent qu'on aura bientôt une opposition, parce qu'il en faut forcément. Et vous finalement, vous voulez passer à l'opposition ou être dans l'opposition? Mais je ne peux pas décider de passer à l'opposition si je n'ai pas des raisons valables de passer à l'opposition. J'ai combattu aux côtés d'un candidat qui est dans la coalition au pouvoir et jusqu'à présent, je n'ai pas encore connaissance de faits notables qui me fassent dire que non, on est passé à côté, ce n'est pas bon, il faut passer à l'opposition. Donc, être à l'opposition pour l'opposition, franchement, ce n'est pas mon truc. Dans le départ nouveau. Alors, le nouveau départ. Pas le départ nouveau, mais le nouveau départ. Sur la question de mercredi noir. Non, c'est l'initiative d'un citoyen que je respecte en tant que tel et je lui souhaite bon vent. J'observe simplement que il a soutenu à l'occasion de ces élections-là un candidat qui, à ce que je sache, jusqu'à nouvel ordre, est toujours de la coalition. Je veux parler du général Robert Gbia, à moins qu'il ait changé en temps d'avis. Mais je l'encourage, c'est son opinion et il faut un peu de tout pour faire la République. Alors, Thierry Devenon s'est adressé justement à vous, rachat aux examens, etc. Il s'étonne que vous utilisez le conditionnel alors que vous en étiez convaincu. Thierry Devenon ne m'a pas compris. Et quand je parlais des acteurs, je pensais notamment à lui et Vigile m'a prêté le nom, d'ailleurs, que j'ai pas oublié, mais Vigile a cité le nom. Et vous avez vu que j'ai acquiescé quand Vigile a cité son nom. Donc non, c'est des précautions simplement nécessaires pour aborder cette question-là. Lui, il intervient en tant que syndicaliste. Moi, je ne suis pas dans la peau de syndicaliste. Et pourtant, nous disons la même chose, mais sous des manières différentes. Oui, mais il voudrait savoir ce que vous proposez maintenant que vous êtes dans le système qui dirige le pays. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que ceux qui, l'année dernière, par exemple, ont soutenu dans les médias qu'il n'y avait jamais eu de rachat ne devraient pas être poursuivis? Il dit qu'il en connaît deux. Bon, il en connaît deux. J'ai vu qu'il a adressé... Heureusement qu'il n'a pas cité leur nom. J'ai vu qu'il a adressé une lettre ouverte au chef de l'État. Et je crois que le président Talon aura lu sa lettre. Et s'il y a quelque attitude à avoir vis-à-vis de personnes qu'il juge responsables ou punissables, je crois que le président Talon saura apprécier. Alors, M. Sébastien Ouenou, lui, il a parlé de mandat d'arrêt que le procureur de la République aurait dû signer, aurait dû mettre son sceau. Voilà. S'il avait connaissance de ça, est-ce que le procureur a mis son sceau sur le mandat, autrement que ça ne tiendrait pas? Enfin, franchement, je n'y comprends pas grand-chose. J'ai pas compris non plus. Peut-être Clotaire? Non, je comprends un peu sa préoccupation, mais le débat qui avait eu lieu, selon ce que j'ai suivi, n'est pas relatif au procureur de la République, mais plutôt au ministre de la Justice, au ministre garde des Sceaux. Je crois avoir compris que c'est le ministre de la Justice qui, parlant de ce mandat d'arrêt, estimait que lui, ministre de la Justice, n'avait pas connaissance du mandat qui a été décidé. Non, si vous permettez, puisque dimanche dernier on le recevait, il s'est expliqué là-dessus. Il dit qu'il a fait appel au procureur de la République et pas déjà comme l'annonçaient les réseaux sociaux, comme c'était annoncé sur les réseaux sociaux, le juge. Il a fait plutôt appel au procureur de la République pour savoir si le juge lui avait notifié donc les mandats d'arrêt. Pourquoi? Parce que, c'est le procureur de la République qui est, disons, le patron des officiers, des OPJ, comme on dit. Et donc, c'est eux qui ont la force publique, qui représentent la force publique, donc, qui peuvent exécuter le mandat. Donc, il aurait fallu qu'ils aient connaissance de cela, que le procureur mette à la disposition du juge pour faire exécuter le mandat
Donc, il reproche au juge d'avoir émis le mandat et en même temps de demander l'exécuter. Oui, voilà. Non, pour ce que je sais, c'est que d'abord le juge n'a pas besoin de requérir, d'informer le procureur ou le ministre de la Justice avant d'émettre un mandat d'arrêt, pour ce que je sais. Maintenant, pas avant d'émettre. Maintenant, pour l'exécution du mandat d'arrêt, bien entendu, ce n'est pas le juge qui dispose de la force publique. Il faut que celui qui dispose de la force publique puisse être saisi pour exécuter le mandat. Donc, si effectivement le procureur n'a pas été saisi pour exécuter le mandat, il y a quelque part un vice de mon point de vue aussi. Mais je vois difficilement un juge en train d'exécuter directement un mandat d'arrêt. Je le vois vraiment difficilement. Donc, je crois que sur cette question-là, il y a encore des informations à nous donner. Il y a encore des clarifications à faire. Et soit le procureur a été effectivement saisi par le juge pour exécuter le mandat d'arrêt et qu'il n'a pas fait diligence et c'est lui qui est en faute, ou alors, comme je l'entends, le juge s'est d'autorité donner le pouvoir d'exécuter. Et ça me paraît plutôt difficile. Ça me paraît plutôt difficile. Et si c'est ce cas-là, je ne suis pas sûr que les OPJ eux-mêmes aient pu exécuter une pareille instruction qui vient du juge plutôt que de celui qui est le supérieur hiérarchique. Je crois qu'il y a un flou là à clarifier, mais si cela s'est fait tel que cela s'est dit, et que le procureur n'a pas été saisi, il y a vraiment un problème. Alors, très bien, monsieur, nous avons écouté pendant presque 90 minutes, vous avez donné vos opinions sur les questions relatives à l'actualité. À vous entendre, on a l'impression que tout va bien. Dans le meilleur des mondes, le gouvernement a fait un sans faute en 100 jours. Aucune erreur, aucune bêtise, tout est propre. C'est bien cela. Est-ce que vous avez noté au moins des faux pas, puisque nous parlons des pas, premier pas du nouveau départ ou du départ nouveau? Est-ce que vous avez noté des faux pas, vous avez noté des choses qui ne devraient pas être, Claude Olivier? Non, c'est le nouveau départ. Parce que l'inventeur du concept a parlé du nouveau départ. Et il n'a pas dit que c'est lui, Patrice Talon, qui prend un nouveau départ. C'est le pays. Il a dit que le pays prend un nouveau départ. D'accord. Le pays n'est pas né aujourd'hui. Donc, vraiment, sur ce cours de français là, je ne suis pas encore, je ne marche pas. Donc, ceci dit, sur la question des faux pas, mais bien entendu, il y en a. Il ne peut pas y avoir de perfection. La perfection n'est pas de ce monde. C'est pas possible. Regardez par exemple, quand vous prenez la question de la sécurité. Cette question, le gouvernement peine à la régler. Ça, il faut l'avouer. Le gouvernement peine à la régler. Jusqu'à présent, je ne vois pas encore... Mais de mieux en mieux, non? Comme l'électricité. De mieux en mieux, j'ai pas compris. Oui, il a quand même de mieux en mieux de sécurité, en tout cas moins d'actualité d'insécurité. Oui, je l'ai dit aussi moi, mais que c'est progressivement que les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais vous m'avez demandé de vous parler des insuffisances, je vous en parle. Oui, d'accord. Bien sûr, allons-y. À ce niveau-là, oui, il y a des insuffisances, mais qui vont être corrigées, je en suis certain. C'est comme du côté de la communication, on en a largement parlé. Il y a des insuffisances à ce niveau-là, je le reconnais, je crois que le gouvernement devrait le reconnaître aussi. Donc, il y a de ces petits couacs-là. J'ai suivi également le ministre des Finances dire une chose et son contraire à des moments donnés. Et quelle chose, par exemple? Par rapport à la question de la taxation des produits frelatés. Je l'ai entendu dire une chose et son contraire, et après, un autre ministre du gouvernement est venu remettre les choses à l'endroit. Donc, il y a encore de ces tout à fait vraiment assumé. Voilà, et voilà sur le dernier point sur lequel je vais me prononcer. Je crois que sur certaines questions, le gouvernement gagnerait à assumer vraiment politiquement et ne pas chercher de bouc émissaire. Exemple. Je donne l'exemple de la dernière décision de la Cour constitutionnelle. J'ai lu dans un journal avant-hier, je crois, ou hier, que le ministre garde des Sceaux aurait dit que s'il y a à s'en prendre à quelqu'un, c'est à la HAC, parce que la HAC a demandé au gouvernement de confirmer l'interdiction. Non, j'étais là, ce n'était pas exactement ce qu'il a dit, bon. C'était moi-même qui l'interrogeais d'ailleurs. Oui. Il a dit, s'il y a faute, oui. La faute viendrait à dire que le gouvernement ne doit pas exécuter une décision ou des reproches que la HAC ferait à quelqu'un. Donc le gouvernement n'est pas en tort pour lui.
Et donc, la RAC non plus ne serait pas en tort. Donc, la seule faute qu'on pourrait reprocher au gouvernement, c'est d'avoir mis en œuvre une proposition de la RAC. Et c'est à ce niveau-là, justement, oui, je dis, à ce niveau-là, de mon point de vue, le gouvernement devrait assumer ce choix-là, et ne même pas impliquer la RAC. Parce que je crois que cet acte-là, de mon point de vue, méritait d'être posé, même s'il paraît, je dis encore, en marge de la légalité. Voilà, même si paraît légèrement. Il faut sur certains actes, je crois que le gouvernement doit avoir le courage de poser les actes et de les assumer, quitte à en gérer les conséquences. Très bien, Wilfried Léon Mbédji, il n'y a pas eu d'erreur, à votre avis? Vous n'attendez pas de Wilfried Léon Mbédji qu'il postule qu'il n'y a pas eu d'erreur. Tout chef d'État, tout ministre qu'ils ont beau être, ce sont des humains. Et en tant que tel, ils restent susceptibles d'erreurs. Je pense qu'il y en a certainement eu. Tout n'a pas été parfait. C'était ça? Mais non, tout n'a pas été parfait. Clotaire vient de citer un certain nombre d'éléments. Je me retrouve dans certains d'entre eux. Et je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de veiller à éviter les erreurs à l'avenir, même si je reste persuadé qu'il y en aura toujours, parce que nous sommes sur la terre des humains. Voilà. On a l'impression, ça pour finir, Wilfried Adou, on a l'impression que désormais, nos invités passant désormais de l'autre côté, on va dire, l'exercice n'est plus tout à fait. Vous avez senti qu'ils ont changé de statut? Je ne trouve plus Wilfried de discours facile. Vous l'avez trouvé précautionneux? Oui, précautionneux. Oui, mais vous comprenez bien que même si je n'ai pas de fonction dans ce que vous dites, être de l'autre côté, appartenir au système. Et Clotaire a dit tout à l'heure, non, c'est vous-même d'ailleurs, que j'ai travaillé avec le président Koupaki, qui n'a pas encore nommé des gens. Je suis obligé de prendre parfois des précautions pour ne pas que ce que je dis puisse être attribué à non plus. Et ça fait partie du sens de responsabilité. Donc, j'assume. Un grand exercice, c'est difficile. Oui, c'est sûr, mais j'assume. Très bien, monsieur. Il est temps de rendre l'antenne. Clotaire Olidé et Wilfried Léon Mbédji étaient aujourd'hui nos invités. Messieurs, merci. Merci d'être venus en direct éclairer de votre lumière l'actualité des 100 premiers jours du mandat du président Patrice Talon. Léamidi Mohamed était aux manettes pour la réalisation technique de cette émission. Quant à nous, Vigile à Roncer et Wilfried Adou, nous vous remercions de nous rester fidèles. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, avec un nouvel invité si Dieu le veut.